allons terminer cette journée par une table ronde qui fera un tour d'horizon du marché de l'emploi, du recrutement en 2024. Alors 2024, et j'imagine qu'on ira aussi piocher quelques informations dans ce qui s'est passé les dernières années pour avoir des points de comparaison aussi. Et pour cette table ronde, nous allons accueillir 3 personnes. Clément Talleux, Jeanne Landiche et Olivier Mansour. Je vais vous laisser vous présenter puis m'expliquer en quelques phrases ce que vous faites et votre quotidien. Peut-être Clément, si tu peux commencer. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Clément Talleux, je suis développeur chez Letiol depuis une dizaine d'années. Je suis là en partie parce que je suis aussi élu dans les conseils, les CSE, les anciens CE, depuis maintenant 5 ans. Donc j'ai un peu ce regard sur les questions RH en interne. Et surtout, je travaille à la coopérative Letiol. Et vous le savez peut-être, on a une organisation interne un peu particulière avec une démocratie entreprise. Donc voilà ce que je fais. Je te laisse... Bonjour à tous, moi je suis Jeanne Landiche, donc je suis recruteuse et agent développeur. J'ai créé en fait GL Recrutement en 2013. On est spécialisé en recrutement PHP et surtout on fait du recrutement open source. Donc on a tout un job board qui est sur GitHub. Je vous invite à le consulter. Salut, moi c'est Olivier, donc je suis solution architecte chez Théodo, qui est une ESN du numérique. Et donc moi je suis là pour, la principale raison pour laquelle je suis là, c'est qu'il y a 13 ans, avec une association qui s'appelle l'AFUP, on a créé un baromètre des salaires, donc qui est en ligne, qui donne des résultats depuis 13 ans. On enquête sur la rémunération des gens et sur plein d'autres, des développeurs notamment en PHP, et sur plein d'autres critères, le télétravail, plein d'autres choses dont on va parler. Et donc on a un recul très intéressant sur plus de 10 ans d'enquête. Voilà. Alors, durant la table ronde, bien sûr, on va partager tous ensemble nos expériences et puis on vous posera aussi la question de temps en temps, votre avis, votre ressenti, comment vous vivez les choses dans vos entreprises. Alors, j'ai essayé de cadrer 2-3 choses, histoire qu'on ne se perde pas trop dans nos flux de pensée. Le premier pas que je voulais qu'on aborde ensemble, c'était effectivement le côté du freelance. A priori, le freelance a un peu de difficulté en ce moment et on le voit ici sur LinkedIn, sur la recherche. Si on tape juste freelance, j'avais trouvé à peu près 200 résultats pour en réalité 4000 résultats possibles pour PHP. Et si je disais freelance PHP, je n'ai plus rien du tout. Alors qu'en réalité, on a à peu près 18 000 offres d'emploi d'ingénieurs en France. Comment on explique ça aujourd'hui? Peut-être Jeanne? Oui, en effet. Alors le marché, le freelancing en ce moment, ça va pas très bien. C'est plus calme qu'avant. J'ai beaucoup de candidats moi qui m'appellent et qui souhaitent rebasculer vers du CDI, alors que c'était souvent l'inverse ces dernières années. Les développeurs qui recherchaient du CDI voulaient tester le côté freelance, et là ils se rendent compte que le marché est un peu calme. Et du coup, ils me recontactent pour basculer sur du CDI. Après, pourquoi? C'est la situation économique, je pense, mais ça, on va développer ensemble. En tout cas, je confirme, c'est beaucoup plus calme en ce moment. Oui, je pense que clairement, il y a eu un ralentissement, en tout cas dans la tech et l'économie en général, depuis 1 an ou 2 ans. Et la plupart du temps, du coup, les freelances, c'est les premiers à en pâtir. Et le fait d'avoir un contrat de travail fiable, un CDI, ça offre quand même une sécurité qui fait que même si l'activité a tendance à se réduire, on continue à avoir un salaire. Et les sociétés ne peuvent pas faire des plans de licenciement comme ça aussi facilement qu'on peut dégager un freelance, quoi, dit vulgairement. Et si je peux me permettre d'ajouter, je pense qu'aussi il y a un espèce de rattrapage, c'est-à-dire que il y a quelques années, on avait une économie du numérique très florissante, alimentée par des business angels, Startup Nation et tout ça, machin. Et il y a beaucoup notamment de jeunes diplômés qui ont fait le pas du freelancing très très vite parce qu'ils visualisaient à tort ou à raison une augmentation de leur rémunération, etc. Et donc maintenant, il y a un espèce de rattrapage où à la fois il y a moins d'offres, mais il y a aussi beaucoup de gens sur le marché, je pense. Donc il y a une diminution des TJ et puis beaucoup plus de compétition pour trouver des missions, quoi. Ouais, effectivement, on parle de licenciement, on le voyait alors là sur cette slide-là. Nous, en Europe, ça va, on n'est pas trop mal protégés. En France, on est même plutôt bien protégés là-dessus. Là, ici, on voit quelques entreprises très très connues qui ont licencié ou qui prévoient encore de licencier plus tard. Enfin bref, c'est des annonces qui font un peu peur, qui ne sont pas toujours très agréables à entendre.
On a, là toujours aux États-Unis, ici encore, on voit des coupes qui ont eu lieu juste avant Covid ou pendant Covid, toujours des gros acteurs de la tech avec des coupes énormes dans leur emploi, malgré des croissances chez eux, ce qui est un petit peu antinomique, hein, c'est un peu bizarre cette histoire. Mais voilà, nous, ça va, on ne ressent pas trop cette bulle. Je trouve qu'on est à peu près protégé. Ici, sur ce schéma-là, c'est Eurofound qui montre que pendant le Covid, donc là, la pointe qui est mise en rouge au centre, c'est au moment du Covid, on a eu une augmentation des recrutements de la tech, et en bas, c'est le reste des emplois, de manière plus générique. Ouais, je voudrais bien intervenir. En fait, pour moi, au moment du Covid, il y a eu aussi tout un gros boom au niveau du e-commerce. Donc, il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont recruté énormément, donc beaucoup dans le digital forcément. Donc, il y a eu énormément de recrutement à ce moment-là. Beaucoup de gens également en full remote, on en reparlera. Et en fait, aujourd'hui, le e-commerce se casse la gueule. C'est des boutiques qui ferment, ça va pas très bien. Et donc, d'où la baisse. Mais du coup, en effet, on voit vraiment la différence entre la courbe bleue qui est vraiment digital tech et la verte qui est sur les autres métiers. Et on a vraiment c'est très opposé, quoi. Oui, et puis je pense que le fait de rester chez soi pendant un an, même à intervalles plus ou moins réguliers, en fait, on passe plus de temps sur nos ordinateurs. Du coup, on consomme du produit Internet, et du coup, il y a de la production qui est nécessaire. Enfin, il faut voir l'explosion du streaming avec Twitch, etc. Ça a vraiment été lié au Covid. Même dans le jeu vidéo, on voit qu'il y a plein de jeux qui ont explosé grâce à ça. Et du coup, ça ne m'étonne pas tellement que dans la tech, le nombre d'emplois ait pu augmenter, en tout cas au moins à cette période. Mais du coup, je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est vraiment, il y a un retour à la normale. Donc la question, c'est juste un retour à la normale ou est-ce une crise? Et ça, je pense que pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour y répondre. Mais il y avait un boom des salaires, il y a eu un boom des emplois. Il y a vraiment eu une vraie bulle. Et aujourd'hui, on sent que ça descend en fait. Donc, Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont freelance? Levez la main, les freelances là. On a fait quoi? 1, 2, 3, ça y est, une grosse 10-15aine quand même, hein, sur la salle, c'est pas mal. Et donc parmi vous, s'il vous plaît, gardez la main. Et tous ceux qui se disent, en fait, maintenant, il vaut mieux que je retourne sur un CDI, baissez la main. Ah non, ils veulent rester freelance. Ok, qui n'a pas le choix et va partir dans un CDI? Il y en a qui vont que ça bouge, il y a des incertitudes. Ah oui, j'y vais pas. Donc ouais, effectivement, ça reste quand même la réalité, ce retour-là. Moi, j'avais une question à te poser. Toi qui, du coup, es au quotidien dans ces questions de recrutement, est-ce que tu as vu un changement, une diminution du nombre de postes disponibles ou dans les compétences attendues? Ou est-ce que, de l'autre côté, tu as eu plus de candidats, moins de candidats côté tech? Toi qui vois ça de plus près, peut-être. Oui, alors après le Covid, il y a vraiment eu un gros boom où là, les salaires ont augmenté, ça je l'ai dit, mais vraiment les compétences étaient fortes, il y avait vraiment une sélection importante des candidats. Et là, on le ressent depuis un an, depuis quelques mois encore plus fort, où il y a beaucoup moins de postes. Donc du coup, les entreprises ont plus de candidats, on prenne le temps en fait de vraiment plus choisir, et du coup, c'est des process qui se rallongent, les salaires grimpent moins, et ils sont un peu plus exigeants, quoi. Ils sont un peu plus exigeants sur les compétences aussi parce qu'ils ont plus le choix, ce qui est normal. Hein, alors qu'à un moment donné, pendant cette bulle, ça allait hyper vite. On faisait des recrutements en quelques jours, quelques semaines, même sur des CDI. Là où à l'inverse, maintenant, tout est rallongé. C'est limite les process, il y en a encore. Attention, il y a encore des postes en CDI, il y a encore des recrutements. C'est juste que les gens prennent plus de temps de réfléchir parce que l'économie est encore incertaine et du coup, c'est lent. Voilà. Et puis pour enfoncer le clou dans le bad mood, le baromètre des salaires AFUP qui sort dans un mois, il annonce, en tout cas sur les postes de développeurs, donc je pense qu'on peut un peu différencier les profils plus expérimentés des profils moins, mais il annonce quand même sur les postes de développeurs une stagnation des salaires, voire une légère diminution pour les plus juniors. Donc ça, c'est très les intermédiaires. Les juniors, on voyait qu'il n'y avait pas t'as raison. Les juniors, quoi, ceux qui sortent d'études, les premiers salaires, il n'y a pas. Alors que sur à peu près 13 ans, on avait une augmentation de 3-4% au global, tranquillement. Tu vois, les gens répondant à l'enquête répondaient une augmentation de 3-4%. Là, il y a cette année, pour 2024, il y a vraiment un arrêt de la croissance. Je vais essayer de trouver les slides qui parlent de ça, puisqu'on est dessus. Là, ici, on est avec toujours l'effet l'effet Covid, où on voit sur la gauche
le fait que le Covid, il a provoqué des départs à la retraite anticipés. Au centre, on voit que ça n'a pas eu d'impact. Le fait qu'on ait eu beaucoup de départs à la retraite, finalement, ça n'a pas déclenché plus de recrutement, des postes qui n'ont pas été remplacés. Mais sur la droite, ce qu'on constate, c'est surtout que les salaires des gens en place ont augmenté, vraiment fort. Mais on entend quand même, oui, mais en fait, le salaire, il stagne, il baisse parfois. Je pense que c'est pour les profils les plus jeunes, je pense. Les plus jeunes, ou même intermédiaires, pour l'accession à un nouveau poste, et non pas une fois qu'on est dedans. Alors, j'essaie de retrouver, parce que ça va être un petit peu plus long, j'avais prévu de les mettre plus tard. Hop. Si, ça veut bien. Alors moi, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de tableau, je suis pas le baromètre à FUP, mais sur mon quotidien, je le ressens sur les profils. Il y a une barrière en fait sur les salaires élevés. On franchit plus difficilement la barre des 60, 65 qu'à un moment donné où moi j'ai placé des développeurs dans les 80 qui étaient uniquement développeurs, qui ne manageaient pas. Et ça aujourd'hui, on est à nouveau un peu, on tendait vers les US à un moment donné post-Covid. Et là on est redescendu un petit peu où il y a une barrière qui se met où en fait on a du mal à passer la barre des 65 000 € de salaire. Donc pour moi c'est plus me concernant, c'est plus sur les profils seniors. 65 sur du senior. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Là, on voit ici sur celle-là, c'est PHP. On est sur autour de 50 000 $. Ici, la représentation. Donc là, c'est la survey 2024 Stack Overflow. Donc globalement, on est à peu près équivalent, même si l'euro est encore un peu plus fort en ce moment. Ici, on voit les baisses, pardon, c'est un peu petit, je pense que vous voyez un petit peu mieux que nous, de différents langages. Et en fait, ça continue, il y a une page entière de différents langages de programmation, et on voit que systématiquement, il y a une baisse entre avant et après. Je suis surpris qu'un intégrateur HTML gagne plus que presque tous les autres, à peu près. Alors, j'ai pas ces chiffres non plus. Sachant que c'est Stack Overflow et que c'est mondial, j'imagine qu'il y a des zones beaucoup mieux payées que d'autres. Est-ce que je peux vous poser une question au niveau du salaire, justement, est-ce que vous avez cherché un emploi récemment et vous êtes finalement resté dans votre entreprise parce que vous n'aviez pas un meilleur salaire à côté? Oui, ici, ça a été clair a priori. Ouais. Ça, c'est quand même nouveau. Si le patron est dans la salle, peut-être qu'il veut. Alors du coup, c'est quoi l'effet après ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entreprise, si elle est plus capable de mettre les mêmes salaires, il faut qu'elle devienne un peu plus attractive. C'est quoi, du coup, le moyen de dire je vais aller là parce que, bon, ok, c'est peut-être 3 000, 4 000, 5 000 € en dessous du marché, mais ils font ça, mais il y a ça. Ouais, je me permets, nous, du coup, à la coopérative Étiole, les salaires sont publics, ils sont disponibles sur le GitHub de la boîte, et en gros, on a un système de grille de salaire. On a un certain nombre de niveaux qui vont de junior, programmeur, senior, lead, expert et principal, qui sont juste des postes de direction. Et du coup, le salaire est public pour les futurs salariés ou ceux que ça intéresse. Et après, on a un système d'ancienneté et de primes. Si l'année est bonne, on partage les bénéfices de manière égalitaire. Clairement, je pense que nos salaires ne sont pas plus élevés, même moins en dessous de la moyenne, ou par rapport à beaucoup de boîtes, on est peut-être un peu en dessous. Qu'on compense certaines années largement par les primes, mais bon, en tout cas, en termes de salaire, on est peut-être un peu en dessous. Mais par contre, on arrive quand même à recruter beaucoup de gens. En tout cas, on a beaucoup de demandes parce qu'on met en avant, pas un baby-foot, mais un projet social, de dire aux salariés, en fait, quand vous allez venir chez nous, vous allez avoir des parts de la société, vous allez avoir autant de pouvoir de décision que Kevin, qui est là depuis le début et qui a créé la boîte, presque. Vous allez pouvoir voter chacune des décisions. Voilà, vous êtes partie prenante, et puis après, plein d'avantages, les congés sans solde illimités, la mutuelle à 100%, enfin plein de trucs qui font qu'en fait, les gens disent, en termes d'avantages, je peux m'y retrouver. Et surtout, j'ai un confort de vie au travail et je peux m'épanouir, qui fait que du coup, des gens viennent et surtout des gens restent. On a un turnover qui est, je pense, plus faible que dans beaucoup d'autres boîtes. Des gens qui sont passés ailleurs avant disent en fait, maintenant que j'ai connu ça, je ne veux pas connaître autre chose qu'une boîte où je peux donner mon avis, où je connais les chiffres de la compta, où je peux dire quand une mission ne me plaît pas, j'en ai marre, je veux en sortir, et ainsi de suite. Donc je pense que les boîtes, s'ils veulent réussir à recruter sans avoir à dépenser des millions, parce qu'à un moment, il y a un plafond, il va falloir qu'elle joue sur d'autres choses. Et le délire start-up et je tutoie le patron, à un moment ou l'autre, ça convainc plus personne, je pense. Et ça, c'est quelque chose que
que vous constatez tous les deux, le turnover par exemple, nous ça nous permet de nous stabiliser, de recruter en plus, mais aussi de stabiliser. Mais le turnover, c'est quelque chose qui est de plus en plus fort ou qui se réduit, c'est comment en ce moment? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une question dans le sondage du baromètre AFUB, c'est avez-vous cherché un emploi récemment? Et on ne voit pas de changement de tendance, en fait. Je pense qu'au contraire, le fait est que c'est dur que le marché est pauvre en offres, etc., et riche en candidats, fait qu'il n'y a pas une accélération du turnover. Par contre, pour rebondir sur ce que disait Kevin, Clément, pardon. Je sais pas, on est dans le Nord, non? Tout le monde s'appelle ça. Pardon, désolé. En effet, il y a une recherche peut-être d'autres choses, et alors, tu vas peut-être confirmer ou pas, mais il y a un peu les silver bullets du recrutement, le truc qui vont marcher à mort. C'est quoi ça? C'est la balle d'argent, tu vois, le truc la poudre verte, le truc qui fonctionne à mort. Et ça, c'est aussi très visible au niveau du baromètre AFUP. C'est le télétravail, le full remote, la semaine réduite, le fait d'adresser certains de ces types d'avantages à une population comme les nôtres, où en général on a, dans l'absolu, comparé à la population générale, on est plutôt bien payé. Le fait d'offrir ce genre d'avantages, ça c'est vraiment la balle d'argent du recrutement. Voilà. Donc les gens finalement, maintenant, qu'on peut compter. Oui, vas-y. Par exemple, on parlait de télétravail. Ce qui s'est passé, c'est que sur la courbe, donc après le Covid, il y a eu forcément avec le télétravail, c'est vraiment est devenu plus, je sais pas comment dire, mais c'était la norme. À un moment donné, il y a eu ça a reculé. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, semaines, il y a eu une annonce d'Amazon qui a indiqué que retour au présentiel quand même aux États-Unis, donc c'est une annonce forte. Mais du coup, il y a beaucoup de développeurs, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui sont en télétravail aujourd'hui, avec des salaires bien payés, en tout cas corrects, et qui veulent potentiellement bouger, voir d'autres choses, de nouvelles techno, des nouveaux challenges. Mais que fait-on en fait? Parce que justement, il y a aussi ces avantages. À un moment donné, du coup, c'était plus facile de changer, et maintenant, c'est un peu plus calme. Ça fait un peu prison dorée, en fait. Ils sont dans une entreprise, ça se passe bien, mais ils veulent voir ailleurs. Mais le télétravail, c'est compliqué. De trouver une nouvelle boîte avec des beaux challenges en télétravail, il y en a moins, donc plus de concurrence. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On est coincé. Donc, moi, ça, j'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on voit aussi dans le baromètre. C'est-à-dire qu'en 2020, le télétravail a explosé. Et maintenant, ça devient un peu la norme. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des répondants qui disent télétravailler tout le temps au sondage, et plus de 50% régulièrement. C'est-à-dire qu'à l'inverse, une entreprise qui nous recruterait en 100% présentiel, elle aurait beaucoup de mal à trouver des profils intéressants. Vous faites du télétravail aujourd'hui, vous? Tout le monde presque. Ouais, tout le monde, c'est devenu. Et avant, vous vous rappelez, c'était pas le cas. Hein. Mais qui a un 100%? À la vache. Maths. Waouh. Et à l'inverse, qui est à 100% en présentiel? Vous êtes 4. Voilà. Attendez. Quand on a dit télétravail, qui fait un jour de télétravail par semaine? 2, 3, 4. Ok, 2 jours. Une dizaine. 3 jours de télétravail par semaine? Une dizaine aussi. Ouais. Et 4, ça fait un jour en présentiel par semaine. Et après. Et vous aimez toujours vos collègues après ou... Effectivement. Mais du coup, oui, ce qui m'a fait penser, finalement, on va plus chercher l'entreprise ou changer d'entreprise nécessairement parce que si je veux augmenter mon salaire, il faut absolument que je change d'entreprise. Exactement. Ça, c'est fini. Pour certains, c'est encore le cas, mais c'est plus uniquement ça. Le critère de choix, comme on dit en recrutement, c'est plus uniquement le salaire. En fait, il y a tous les à côté dont tu parlais qui sont hyper importants. Et je pense que ça, le Covid a vraiment fait bouger les choses et a permis à... Rappelez-vous, après le Covid, tout le monde voulait faire un projet avec du sens, faire son miel, aller faire sa bière. Allez, on voulait tous faire du pain. Voilà. Il y en a plein qui y sont arrivés et qui l'ont fait et qui ont réussi à combiner emploi et passion. Mais... Maintenant, ça s'est un peu plus stabilisé sur, en effet, l'équilibre perso et pro, en fait.
Dans les avantages, il y avait la semaine de 4 jours qui commence à venir fort sur la table. Ça devient la tendance. La semaine de 5 jours qui a été introduite en 1926, est-ce qu'il faut complètement l'enlever ou pas? Gros débat. Est-ce qu'il faut faire évoluer ça? Je pense que c'est pas adapté à toutes les situations. En fait, quand on va faire du produit, potentiellement, ou quand on va à un poste de direction, on peut peut-être envisager de bosser 3 jours, 4 jours. Mais moi, par exemple, je travaille dans une ESN et la plupart des clients ne veulent pas qu'on envoie quelqu'un qui serait présent que 3 ou 4 jours par semaine. Ou bien, il faut toujours négocier. Alors, si c'est des profils très expérimentés, on va réussir à dire oui, il va être là 4 jours, mais il est très très fort et tu seras content de l'avoir. Du coup, on va le convaincre. Mais pour quelqu'un de plus junior, d'intermédiaire, du coup, il va dire si lui n'est pas dispo qu'à 5 jours par semaine, envoie-moi quelqu'un d'autre, quoi. Et nous, je sais que chez nous, c'est potentiellement un frein à la semaine de 4 jours, alors que politiquement, on serait plutôt favorable à réduire le temps de travail, en tout cas. Je pense que autant pour le télétravail, on sait que c'est commun maintenant, d'ailleurs c'est demandé. La semaine de 4 jours, ça reste vraiment expérimental. Enfin, je pense qu'une des plus grosses sociétés qui a fait ça, c'est LDLC à Lyon. Mais voilà, c'est vraiment un exemple. Je trouve que c'est de l'ordre de l'expérience encore. Voilà. Et donc, il y a... Ouais, on voit clairement que la volonté des gens qui seraient qui seraient favorables à avoir du 4 jours semaine, c'est vraiment pour améliorer son cadre de vie, c'est pour pouvoir faire d'autres choses chez soi, pour soi, meilleure santé mentale. On voit que c'est la fatigue liée à l'allongement des journées de travail qui peut être un problème et un frein aux 4 jours, parce que forcément, ça reste des semaines de 35 heures qu'on compresse quelque part. Donc il y a ça, les contraintes qui peuvent être organisationnelles. Là, je mentionne la garde des enfants. Pour certaines personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques ou des handicaps, pour qui c'est encore pire de s'adapter à ça. Donc ça, c'est des points aussi qui peuvent être un frein. Il y a énormément d'articles en ligne d'entreprises qui ont tenté et qui ont fait marche arrière. Il y a cet organisme ici que j'ai trouvé, 4 Days Week, qui montre qu'en semaine, on met à peu près... Il y a 5 heures où on ne fout rien. C'est sûr, c'est impossible. C'est du café, on discute, c'est de l'humain. Alors est-ce qu'il faut l'enlever, cet humain? Et puis moi je pense aussi même que c'est pas seulement ce genre de problème, c'est que dans une société on fait de la feature, on prépare un produit, c'est peut-être envisageable, mais quand on fait du support, de la TMA pour l'entreprise, il faut s'organiser, de dire en fait j'ai des gars qui seront absents 3 jours dans la semaine. Et en fait, quand on a un bug ultra urgent, il faut qu'il y ait toujours des gens disponibles. Enfin, l'astreinte, ça n'existe pas pour rien. Et du coup, je pense qu'aussi, il y a plein de sociétés pour lesquelles c'est peut-être plus dur à organiser d'avoir 2-3 jours par semaine où les gens soient absents, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, on a du télétravail parce que, mine de rien, on se rend compte que c'est pas si difficile à mettre en place dans les entreprises. Quelques jours de télétravail, ça marche bien. Le Covid a validé tout ça. Réduire le temps de travail, ça fait peur à tout le monde. On pense qu'on va couler sa boîte, etc. Et si je peux me permettre d'enchaîner sur un autre sujet, il y a un autre sujet aussi qui évalue pas du tout et que le baromètre des salaires montre, c'est l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc on a un écart constant tout le temps. Sébastien, tu es d'accord? Non, parce que Sébastien fait partie de l'équipe qui analyse le baromètre des salaires. Et ça, par exemple, la semaine de 4 jours, c'est un big bang dans une entreprise. Ça touche à des fondamentaux, à l'équilibre économique. Par contre, l'égalité des salaires, c'est peut-être la loi, je pense. Voilà. Et là-dessus, sur le marché de l'emploi, les entreprises, elles ont encore vraiment beaucoup de trucs à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a ici, donc je passe au sujet d'après, qui ont déjà testé la semaine de 4 jours? Quelques-uns? Ouais, ça marche. Et donc c'est encore maintenant. Cool. Bon, ça fait 4, c'est pas beaucoup sur toute la salle. 4 jours 35 heures ou 4 jours du coup 3 quarts temps, enfin 4 cinquièmes 80, pardon, voilà. Ouais. Avec 4 cinquièmes ici. Okay. 32 heures 32. Il y a quand même quelques... Okay, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, c'est pas... Non, moi, je pense comme Clément. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recrutement depuis 13 ans et j'ai dû recruter moins de 5 personnes sur un 80%, sur moins de 100%. C'est très rare. Même en client finaux, parce que moi, je ne suis pas une ESN, je mets en avant les candidats et les entreprises. Et en fait, les entreprises, elles ne souhaitent pas recruter des personnes sur un temps partiel ou sur moins de 100%. Elles veulent quelqu'un vraiment à temps plein, malheureusement.
pas. Il y a ce schéma qui fait peur aussi. Il y a du rhum après, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, il y a du rhum. Donc ça, c'est le classement des langages. Alors, celui-ci en particulier, c'est... alors, attendez. Oui, c'est quels sont les langages préférés des gens. Donc là, c'est tout confondu. Et donc là, PHP, on n'est pas les derniers, c'est pas non plus le top, mais voilà, c'est mieux. Là, tu dis c'est les langages préférés parce que En fait, c'est un vote. T'aimes bien quoi? ouais, parce que ce qui nous importe en réalité, si on est développeur PHP, c'est la proportion de Exact. projets, logiciels et codés en PHP. Bah, du coup, j'y viens. Alors là, on a pour les développeurs donc, qui vont voter, donc, parce qu'avant, je peux avoir aussi la personne qui bidouille chez elle, c'est pas son boulot, mais elle aime bien. Voilà. PHP, donc on voit que c'est à peu près tout le temps pareil. Hein. PHP est positionné au centre, quelque part par là. Dans la même optique, ici on a une distinction besoin-désir. Alors c'est-à-dire que ici pour tous les langages, sur la partie gauche, ce sont les besoins exprimés par les entreprises, et à droite, la partie rouge, c'est tous les développeurs et techniciens qui vont vouloir dire moi ça m'intéresse, je veux faire. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. On voit que effectivement on demande beaucoup, mais qu'il n'y a pas tant en fait. Alors PHP, je ne sais plus où je l'ai mis là-dessus. Ah oui, il est à peu près il est, En dessous de Kotlin. au-dessous de Kotlin, au-dessus de PowerShell. Voilà. Un petit peu en dessous. Là, pour les frameworks, même idée. Alors, j'aurais dû mettre une flèche sur celui-là aussi. Est-ce que je vois Symfony? Je crois que je ne vois même pas Symfony. Je crois qu'il est beaucoup plus bas. J'ai dû tronquer. Je choisis Laravel, bien. Laravel est là, effectivement. WordPress est là, mais pas très désiré, bizarrement. WordPress est là, effectivement. Mais je pense qu'on peut te demander, Jeanne, parce que toi qui fais du recrutement, et qui est depuis très longtemps spécialisé sur ce PHP, maintenant tu as des demandes, on te fait travailler sur... enfin, tu trahis un peu des fois, non? Vas-y, dis-le. Non, j'avouerai pas. Moi, je suis spécialisée PHP depuis 2011, donc ça fait un petit moment. Et en fait, j'ai pas mal suivi les entreprises qui ont évolué vers du Golang, puisque c'était beaucoup d'environnements avec des CTO que je connaissais bien et qui étaient en PHP, qui pour des problématiques d'optimisation performance ont fait le switch sur du Golang. Bedrock est en train de le faire. Et donc, j'ai recruté quelques développeurs Golang. Et après, j'ai fait aussi un peu de JavaScript. Mais c'est pas la même chose. Moi, j'y arrive moins. C'est pas ma techno de prédilection. Et je trouve que c'est pas les mêmes entreprises aussi. PHP, ce qui est intéressant au niveau recrutement, c'est qu'il y a un côté où tout le monde peut faire du PHP et on peut faire du WordPress ou un site très basique. Comme à l'inverse, on peut Kevin Danglas ou être un petit génie. Et du coup, il y a un vrai filtre au niveau recrutement qui est hyper intéressant. JavaScript peut-être aussi, mais c'est pas les mêmes entreprises. C'est beaucoup des scale-up qui vont recruter en JavaScript, je trouve. Et du coup, il y a beaucoup de personnes en interne. C'est pas la même chose au niveau, pour moi, qui suis cabinet de recrutement. C'est pas la même communauté. Et ça se ressent sur les événements. J'ai fait quelques événements JS. Donc j'y suis allée, j'ai essayé, mais c'est pas pareil. On est plus sympa, quoi. Ouais. Mais enfin, moi qui ai des cheveux blancs, il y a eu plein d'époques où on disait qu'il fallait pas faire du PHP, il fallait faire du Java, ensuite il fallait faire du Ruby on Rails, ensuite il fallait faire du Node, etc. PHP semble traverser les époques très bizarrement en fait. Enfin, j'ai pas d'explication particulière à ça. Par contre, sur le marché de l'emploi, là, c'est du ressenti 100%. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une demande qui est moins exclusive. On va possiblement on va demander à des développeurs de pratiquer plusieurs langages, de plus en plus. Il y a la fameuse demande du développeur full stack, donc qui va devoir faire du PHP et du JavaScript. Dans plein de SN, on ne spécialise plus du tout les développeurs, on leur demande de passer d'un langage à un autre, quitte à les former, etc.
Et ça, c'est peut-être une tendance du marché, ou peut-être qu'avant, les gens se définissaient comme développeurs Drupal, par exemple, ils n'utilisaient même pas PHP, enfin, pas d'un framework de très haut niveau. Ensuite, on s'est défini comme un développeur PHP. Puis, moi, mon ressenti, c'est que on a tendance un peu de plus en plus à brouiller les pistes. On va demander aux développeurs d'avoir des compétences, et de connaître des choses de plus en plus variées, de plus en plus distinctes. Ouais, moi, pareil, j'ai l'impression d'avoir toujours. Je coach, je pense, depuis un peu moins longtemps, mais depuis pas mal d'années aussi. Du coup, j'ai toujours entendu saucisse, poncif, PHP est mort, etc. Ce matin, dans la keynote de Kevin, il nous a parlé brièvement de la levée de fonds de Laravel. Je sais plus, c'est 40 millions, je crois, un truc comme ça. 50 millions. Donc j'imagine que la hype, elle n'est pas morte du tout, parce que quand tu réussis une levée de fonds comme ça, juste sur le projet Laravel, c'est que ça marche en tout cas. Alors c'est le projet, pas le langage. C'est pas tout à fait pareil quand même. Je ne sais pas si dans la salle, j'imagine qu'il y a beaucoup de codeurs PHP, mais si vous pouvez lever la main, ceux qui pratiquent un autre langage et se sentent bien aussi avec, quoi. Lève la main, François. Voilà. Ouais, donc c'est quand même pas mal de gens. Quand même beaucoup de monde. Je suis d'accord en tout cas avec ce que tu disais. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on n'est pas sur attention, le PHP est sur une courbe descendante, fuyez vite, apprenez d'autres langages parce que ça va être compliqué. C'est plus, oui, c'est cool le PHP, mais ouvrez-vous à d'autres langages parce que ça va être très important quand même dans votre carrière. Oui, après des langages qui ont eu des modes et qui ont disparu ou qui ont perdu des vitesses, il y en a eu d'autres. Et au final, PHP est toujours là, représente quand même beaucoup d'Internet. Et en fait, si demain une boîte veut trouver des développeurs pour maintenir quelque chose, il a plus de chances de trouver dans une communauté où il y a beaucoup de monde que dans une communauté de niche ou éphémère. Je pense que c'est un risque, en tout cas. Tout à fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que les frameworks, donc Symfony, Laravel et autres, ont vraiment permis à PHP de résister et de grandir et d'être là où il en est aujourd'hui et de rester? Ouais, c'est sûr. Comme WordPress. Ce serait bizarre qu'on dise le contraire alors que... Mais non, PHP is not dead, on sera là encore dans quelques années. WordPress a permis de ramener de l'argent, ça met de l'argent sur la table, la monnaie à manger sur la table, et puis Symfony a professionnalisé, a rendu c'est un peu plus rigoureux. Enfin, ça c'est ma vision. Je sais pas la vôtre après. Je suis complètement d'accord. Du coup, on se tourne pas vers un autre langage. On se dit pas on abandonne PHP, surtout pas. Bien sûr que non. Ok. Non, par contre, une bonne hygiène de développeur, c'est de ne pas faire que du PHP. Donc ça dépend les domaines qui attirent. C'est bien de faire du PHP, ça permet de faire des tas de trucs. Si vous aimez un peu la data, faites un peu de Python, c'est cool de savoir faire un peu de front, etc. C'est une bonne hygiène, c'est une bonne de survie du développeur, quelque part avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis en plus, ça correspond, je pense, à une demande. Voilà. Alors du coup, là on a vu plutôt la partie entreprise qui va essayer de trouver des arguments pour montrer aux différentes personnes viens chez moi parce que moi j'ai 4 jours, parce que moi j'ai remote. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. La difficulté, elle est vraiment dans les deux sens. Comment est-ce qu'un candidat va se démarquer? Comment est-ce qu'un candidat va trouver son job plus facilement? Comment est-ce qu'il peut réussir un entretien? Quel outil il va utiliser pour être accompagné finalement? J'en sais plein de questions. Alors, donc moi je vais dire que déjà, il peut utiliser le baromètre des salaires affûts, et qui lui donne une information intéressante, c'est comment positionner son salaire. Tout le monde ne peut pas être accompagné par un agent de recruteur. Enfin si, mais tout le monde n'a pas le réflexe. Et donc, c'est vrai que savoir se positionner sur le marché de l'emploi correctement, c'est hyper intéressant. Et regarder des sondages de ce type-là, c'est quand même un bon point. C'est très dur de se dire... En particulier si on sort de l'école, alors après on est complètement matrixé par des chiffres qui sortent de nulle part, des enseignants qui ont encore des visions d'avant ou d'après. Enfin, c'est jamais très juste. Et surtout, c'est probablement juste pour une catégorie d'emploi et dans une région particulière. Comment je fais si moi demain je sors de l'école ou je veux changer, moi demain je veux faire du Golang, c'est pas mon univers. Comment je veux faire moi demain, donc quelqu'un qui vient et qui veut faire du PHP pour trouver le salaire juste pour faire du PHP dans la région dans laquelle je veux travailler. Dans les conditions que tu recherches. Je fais comment? Alors je vais me répéter. Non, mais en plus de ça, parce que je pense qu'en réalité, c'est pas, il suffit de chercher les offres d'emploi sur LinkedIn, sur Google, de regarder les salaires moyens proposés. On peut déjà se donner un ordre d'idée, de dire bon, ok, moi je sors d'école, les postes de dev senior 5-8 ans d'expérience, c'est 50K.
bon, bah, en fait, je vais peut-être pas pouvoir prétendre directement à 60 alors que. Et s'intéresser aux boîtes qui ont des grilles de salaire public, etc. Exactement, oui. Du coup, pour se différencier, parce que c'était ça un peu la question à la base, pour moi, c'est vraiment la veille et les projets perso et être vraiment à jour. Vous travaillez dans un univers qui est mouvant, qui a tout le temps nouveauté. Et il faut vraiment faire de la veille à fond. Et moi, pour les juniors, donc ça, c'est vraiment les questions. Parce qu'après, c'est plus facile quand on a un CV, quand on a des choses à montrer. Mais au début, quand on sort d'études, où se positionner au niveau salaire, qu'apporter. Ouais, alors moi je suis pas hyper. Enfin, moi je trouve que on doit pouvoir être capable de recruter des gens qui sont pas forcément des passionnés, qui codent la nuit, etc. Le critère des projets perso, je trouve qu'il est pas dingue. Par contre, moi, mon conseil, ça serait de se mettre dans un cadre professionnel dans lequel on peut trouver des mentors. Donc c'est vague, mais c'est-à-dire que la vague de jeunes gens qui se sont lancés en freelance parce que c'est cool, ils se sont dit mais si je gagne 500 € par jour, c'est incroyable, sans trop comprendre la différence, sans bien intégrer les impôts, la retraite, etc. Et qui n'ont pas été accompagnés par des mentors, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Donc les mentors, on peut en trouver partout, dans des petites startups, dans des grands groupes, dans des ESN, on peut en trouver partout. Mais donc moi, je trouve qu'un élément différenciant, notamment pour trouver du job, c'est quand tu as été bien mentoré, quand tu as eu les bons réflexes, quand tu as un réseau, quand tu sais à qui parler, quand tu connais les bons outils, etc. Ça peut vraiment faire la diff. Moi, je pense aussi, je fais passer des entretiens parfois dans notre société. Moi, des mecs qui arrivent et qui savent tout, qui prétendent savoir tout, c'est un peu red flag en général. Je pense que juste jouer la carte de l'honnêteté et montrer plutôt de la volonté à apprendre, à découvrir. En réalité, des développeurs qui ne sont pas forcément des tueurs et super expérimentés, on arrive quand même à les vendre et à les placer sur des missions parfois très longues et à des TJM 500-600 € parfois. Donc c'est déjà très rentable. Vous allez avoir un expert, vous n'allez pas forcément le staffer beaucoup plus cher. Et ce n'est pas parce qu'il est très fort que ça va forcément toujours bien se passer avec les clients. Parce qu'il n'y a pas que la tech quand on travaille. Il y a l'ambiance, comment on parle à ses collègues, comment on parle à ses clients. C'est aussi, je pense, un truc important. Donc green flag, juste être correct et sympa. Voilà. Et si je peux juste rebondir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit avec vos carrières, en fait, les juniors, ils ont du mal à trouver un job quand ils sortent d'école, mais également quand on vieillit, vous verrez, ça va vous arriver un jour, en fait, c'est plus compliqué également. Donc il y a vraiment, il y a un peu l'âge d'or, où là, tout le monde vous veut, là, vous êtes des divas, c'est trop bien, mais la roue tourne, donc il faut bien choisir ses entreprises et être bien accompagné, et c'est important. Tu conseilles quoi, genre à quel âge il faut trouver la boîte et plus bouger? Plus bouger. Fais attention à ce que tu vas dire. Mais c'est vrai aussi pour les reconversions. Non, mais du coup, c'est pas juste les juniors. C'est pas juste le fait d'être junior, mais aussi ceux qui ont une très très longue expérience et éventuellement demander peut-être faire autre chose, mais aussi reconversion. Je trouve que ce que j'ai dit de chercher un endroit où on va trouver un mentor, c'est valable aussi pour les personnes en reconversion. Oui, mais tu vois, moi je suis complètement d'accord avec ça et c'est le plus important. Moi, si vous avez le choix entre un CDI où vous êtes bien payé mais vous êtes tout seul, un peu ce côté presta, où tu te mets freelance, et un CDI où tu as un mentor et où tu vas apprendre et où tu perds. Oui, tu es moins bien payé, mais c'est un pari sur l'avenir. Vous prenez celui-là sans hésiter et après, 2 ans après, c'est bon, vous êtes lancé. Alors qu'en effet, c'est très court-termiste comme vision, ce côté prestataire, ce côté mercenaire, un peu. Après, vous vous retrouvez où vous avez gagné beaucoup d'argent. En freelance, par exemple. Et en full remote. Voilà. Et vous faites quoi après? Parce que il vous manque des compétences. Vous n'avez pas eu ce côté mentoring, ce côté. Et c'est vrai que c'est très court-termiste comme vision. On a une question en ligne. Alors c'est parfait parce que vous êtes exactement dans le thème avec le thème de la reconversion. La question en ligne, justement, c'est si on décide de changer de langage après plusieurs années d'expérience, par exemple passer de PHP à Node ou Go. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir être considéré comme junior sur la nouvelle techno? Alors, c'est peut-être... Clément, tu vois. Je dirais bonne question. J'ai pas trop la réponse. Ça dépend souvent des profils. Nous, je sais que chez nous, on a des mecs, ils changent de langage et le mois qui suit, j'en regarde un, mais le mois qui suit, il enterre déjà tout le monde. Et là, tu dis bon, en fait, si t'es très fort, que t'apprends très vite, je pense que tu peux prétendre être autre chose que junior. Maintenant, je ne sais pas du tout. Nous, on n'a pas tellement ce genre de cas. Ouais, moi, j'ai un avis assez tranché sur la question en tant
ancien manager et accompagner des personnes qui ont changé de langage, je pense qu'un bon développeur, il change de langage et c'est pas trop dur. Parce que le modèle mental du développeur, c'est globalement... Enfin, je dis pas, il y a des particularités dans tous les langages. Il faut comprendre qu'est-ce qu'un langage fait bien, quelle est l'histoire de la création de ce langage, enfin, pourquoi il a été créé, quel est le sens qu'ont voulu faire ses créateurs. Mais le modèle mental du développeur, c'est le même. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est un peu ce que je disais dans l'hygiène du développeur. Il ne faut pas hésiter à apprendre un nouveau langage. Alors, C'est comme quand on fait de la musique, faire plusieurs instruments. c'est pas mon avis, mais c'est quand même... Non, pas celui-là, pardon. Ce que je vais dire, là, je vais vous donner... C'est pas mon avis, mais c'est le marché. Ouais. En France, c'est quand même difficile. Vous n'avez pas la petite case Symfony, vous n'avez pas la case Laravel, sans parler de changement de framework. Je parle de techno. Je parle quand même d'un framework. Donc, on est tous PHP, mais vous n'avez pas fait de Symfony, vous postulez pour un poste en Symfony. Eh ben, bon courage. C'est pas toutes les entreprises, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a une offre 4 ans d'expérience en Symfony. Alors, de moins en moins, ouais, quand même. Et pareil pour Laravel, pareil. Du coup, vous êtes en PHP, vous voulez basculer sur du JS, c'est pas infaisable, mais c'est pas évident. Et après, pour moi, c'est des faux juniors, c'est des gens qui vont monter en compétences très rapidement. Il faut leur laisser un peu de temps, et ça dépend des entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui vont accepter de faire ça. Et c'est vrai à tous les niveaux techniques. C'est plus facile quand on est senior. Je trouve que sur des rôles, par exemple, moi je le vois plus facilement sur des rôles de CTO, des rôles de manager senior, manager en CTO. En fait, parce qu'il y a d'autres compétences qui rentrent en jeu, c'est plus uniquement le dev PHP, par exemple, un très bon CTO. En fait, c'est plus facile à ce niveau-là. Pour un CTO qui aura eu des stacks PHP, eh ben, il pourra basculer sur le marché, je parle des entreprises du marché français, est plus ouvert là-dessus. Par contre, un développeur, c'est pas évident. Il faut trouver des boîtes. Moi, ce qui est génial, c'est de pouvoir, par exemple, vous voulez basculer sur du Go, c'est d'avoir des entreprises qui ont des doubles stacks, en fait, ou qui veulent justement permuter. Pareil pour du JS. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que justement, en dehors des CTO, j'ai pas l'impression que c'est des profils très expérimentés à qui on va demander de switcher régulièrement. Chez nous, par exemple, c'est souvent les juniors. Ils arrivent et on dit, oh, il est fort, lui. On a un truc en WordPress, la semaine suivante, il va nous faire un truc en Go. 3 semaines après, il va faire un truc en Python. Ouais, mais il est déjà en interne. Ouais, et puis les mecs qui se disent sont doués, on peut lui faire switcher, il va apprendre vite, pas de problème, quoi. Alors que des très expérimentés, en général, vu qu'on sait qu'ils ont un niveau d'expertise précis sur un domaine, bah, on va le rentabiliser à mort en disant sur ce sujet, il est super fort, profitez-en, quoi. Dernière question, et après sur Java, c'est pareil. Oui. Bonjour, merci pour toutes les interventions. Je vous vois devant les panneaux Euratechnologie, Europe Startup Builder. On voit plein de tweets, plein de communications qui disent qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, les développeurs peuvent avoir un salaire globalement 2 fois supérieur à ce qu'il y a en Europe. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des trucs à dire là-dessus? Alors, moi, je ne sais pas ailleurs, mais je sais qu'en Suisse, quand on voit des annonces, les postes sont vite à 100 000 francs suisses, ce qui fait à peu près 100 000 euros à peu de choses près, pour des postes de dev Symfony senior, etc. Par contre, en général, c'est sur site. Mais j'en ai vu plein ces dernières années. Ouais, c'est en Angleterre, sans même aller aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, les salaires sont plus élevés pour les développeurs. Il y a une tension hyper forte, accentuée par le fait qu'il y a un espèce de retour au présentiel bizarre. Donc, oui, globalement, c'est vrai. Les salaires sont plus élevés dans certains autres pays. Ouais. Et pourquoi du coup, on est moins... Parce que c'est un marché, et parce que on fait le job qui peut le plus être mondialisé et qui peut le plus se faire à distance, et tout le monde va s'entasser à San Francisco. Et ben voilà. Donc c'est comme ça. La tristesse de l'économie circulaire, presque. Ouais, et c'est pas très explicable. Effectivement. Merci beaucoup pour cette table ronde. On aurait pu encore en parler pendant des heures.